Bonjour tout le monde, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. Je vous invite à me faire un signe dans le chat dès lors que vous êtes présents, histoire que je m'assure que tout fonctionne. Ah, je vois Ellie, je vois des personnes que je connais. Bonjour Ellie, bonjour à tous. Donc apparemment ça fonctionne, vous êtes là. Super, bah, écoutez, bienvenue pour ce dernier webinaire du mois d'octobre. À chaque fois que je vous retrouve, c'est là que je me dis à quel point ça défile beaucoup trop vite. C'est assez perturbant à chaque fois. Mais ravi de vous retrouver pour parler d'un sujet assez inédit, puisque c'est un sujet qu'on n'a encore jamais abordé jusqu'ici chez Culture RH. Ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui du pouvoir d'achat et notamment des avantages sociaux et comment les avantages sociaux finalement peuvent devenir des vrais leviers en termes d'attractivité et de fidélisation. Ça sera beaucoup plus profond que ça, hein, le sujet d'aujourd'hui, mais vous allez voir, on a en plus à nos côtés un acteur spécialiste du sujet que j'inviterai à se présenter juste après. Mais pour rappel, ce webinaire, c'est le vôtre, hein, donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de réagir, de commenter, de poser vos questions. Je me ferai votre relais, je veillerai à partager vos questions à Benjamin qui est à nos côtés aujourd'hui. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, maximum 1 heure d'échange et puis de questions-réponses en fonction de vos demandes. Merci à vous d'être là et puis sans plus attendre, je propose à Benjamin qui se présente en 2-3 mots. Déjà, bonjour Benjamin et merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour représenter fièrement Bénéfice. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qui tu es, ce que tu fais de beau et pourquoi on est là Ouais, aujourd'hui? merci. Salut Anaïs. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Benjamin. Je suis cofondateur de Bénéfice. Bénéfice, c'est une start-up qu'on a créée en 2020 euh, pour aider les entreprises à allier performance économique et performance sociale. En fait, derrière ce beau principe, hein, cette belle mission, puisqu'on a une boîte à mission, on cherche à faire en sorte tout simplement que les employeurs puissent donner un peu plus d'argent à leurs salariés sans que ça leur coûte beaucoup plus cher. C'est ce qu'on va un petit peu décliner aujourd'hui. Et donc voilà, donc on a créé ce service où on vient conseiller les entreprises qui viennent à nous et on vient aussi, on le verra, parce que c'est un vrai sujet, l'usage. On vient gérer en fait tous ces avantages sociaux pour faire en sorte d'avoir un usage maximum de ces jolis dispositifs. Au On top, attaque. super. Allez, on attaque. Globalement, dans les grandes lignes, ce qu'on va aborder aujourd'hui, histoire qu'on donne un petit Ouais, peu, qu'on tease un petit peu pour l'audience. super. En gros, on va aborder l'opportunité que peuvent représenter les avantages sociaux dans l'entreprise et à la fois les contraintes que ça peut représenter aussi, avec des exemples très concrets des types d'avantages sociaux que l'on retrouve le plus, des conseils aussi pratiques donnés par Benjamin. Et puis, je trouve ça hyper chouette que Benjamin ait pris cette initiative, mais il va nous partager des cas d'usage, des cas très concrets de ce qu'ils ont pu mettre en place auprès d'entreprises clientes. Donc, ça va être un webinaire très riche. Et pour commencer, on attaque avec un constat. Et je sais que tu as des chiffres à nous partager, puisque vous avez fait une étude chez Bénéfice en collaboration avec OpinionWay, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est quoi les chiffres forts que tu peux nous partager ce matin? Ouais, exactement. Alors, effectivement, on a sondé un peu plus de 1000 salariés. Donc, c'était au sortir des entretiens annuels en 2023. Et donc, en fait, alors, le sujet du pouvoir d'achat, hein, du salaire, on travaille tous. On travaille, bien entendu, pour avoir du sens. On travaille pour le lien social qu'il y a avec les collègues, mais on travaille aussi parce que il faut payer des factures et on travaille aussi pour avoir un peu d'argent. Et donc cette préoccupation du pouvoir d'achat, elle est vieille comme le monde. Elle est encore plus prégnante aujourd'hui, puisque voilà, c'est ce que finalement ces chiffres nous montrent. En fait, aujourd'hui, on a une très grande majorité des salariés qui s'attendent, qui estiment mériter une augmentation. Ça ne surprendra personne. Voilà, le chiffre est assez colossal. Et surtout, ça fait suite à une campagne d'entretien donc de l'année dernière qui a été jugée assez décevante par les salariés, où voilà, où 2 tiers sont sortis déçus en disant qu'ils n'avaient pas reçu ce qu'ils estimaient mériter. Euh, donc voilà, contexte très pushy sur le fait de pouvoir faire un petit geste sur les collaborateurs. Et bien entendu, c'est normal, hein, la rémunération, c'est un moyen, on le verra, d'attirer des collaborateurs, mais c'est aussi un moyen au quotidien de les motiver et de les fidéliser.
Et donc, bien entendu, il y en a quasiment les 3/4 qui considèrent que si le move n'est pas satisfaisant pour les entretiens de fin d'année, début d'année prochaine, et ben, ça sera quelque chose qui va jouer sur leur motivation à rester. Et donc, on peut avoir une fuite de talent dans les entreprises qui ne sont pas capables de faire ce geste pour le pouvoir d'achat. Donc, en fait, quelque part, hein, tous les chemins mènent au pouvoir d'achat. Qu'on le regarde sous le prisme de l'inflation, on était, voilà, fin d'année dernière, on était à plus de 6% d'inflation, on est encore à 5% en septembre. Tout coûte plus cher, on l'a vu, hein, l'électricité, les taxes foncières, pour ceux qui sont propriétaires, voilà, l'alimentation, tout coûte plus cher. Donc il y a un vrai stress sur le pouvoir d'achat parce que finalement, à salaire constant, on perd de l'argent. Donc on a besoin d'argent. Mais il y a aussi ce côté, si on le voit sous le prisme de la guerre des talents, il ne faut pas oublier que c'est toujours le cas, mais qu'on avait vraiment un sujet l'an dernier où, alors ça a été pas mal sous l'impulsion des startups, mais c'est pas que l'apanage des startups. Voilà, un peu poussé par les levées de fonds, il y a ce côté où il y a eu des salaires parfois un peu mirobolants qui ont été donnés. Il y a une vraie guerre des talents qui a été menée. Et donc en fait, on a besoin, quand on est une boîte, que ce soit une startup, mais n'importe quelle PME, la richesse, la première richesse d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. Et donc on a besoin de pouvoir motiver, mais pouvoir attirer des talents. Et donc forcément, le package, le pouvoir d'achat qu'on arrive à donner contribue à donner des points d'attractivité aux entreprises. Et le dernier prisme, c'est bien entendu, une fois qu'on les a attirés, la rétention et la motivation. Et donc voilà, donc clairement, on a 3 besoins. Chaque entreprise, on va dire, est soumise à 1 ou 3 drivers et on a une clé qui est centrale, qui est le pouvoir d'achat. Mais en fait, on a une contrainte aussi là-dessus et c'est ce qui fait qu'après, on va parler des avantages sociaux. C'est que au bout d'un moment, quand on est un employeur, on ne peut pas monter les salaires. On voudrait, hein, moi le premier, monter les salaires de 10 ou 15%. Il y a aussi voilà, ce contexte économique qui peut être un peu incertain. Il y a certains secteurs, je prends la restauration quand elle est sortie du Covid, ne peut pas augmenter les collaborateurs de 10% en se disant que potentiellement on va retomber dans quelque chose qui va être compliqué. Et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de se dire voilà comment je fais en sorte de pas couler ma boîte. Et donc moi, ce que j'aime dans le dispositif d'avantages sociaux, c'est que finalement, ça permet d'ouvrir le dialogue social. C'est de se dire, voilà, moi, je suis employeur, je ne peux pas donner 10% à tout le monde. Pour autant, ce que je peux donner, c'est du temps, ce que je peux donner, c'est du jus de cervelle pour essayer, avec mon budget, qui est le mien, on le verra dans les cas d'utilisation. Voilà, peut-être que je vais augmenter en moyenne de 5% les salariés. Mais comment, derrière 5% de masse salariale en plus, je peux aller donner peut-être 10% de pouvoir d'achat. Je peux arriver à les toper, ces 10%. Ouais. Mais je vais arriver à les toper différemment. Et je considère que le dialogue social, le boulot, la responsabilité de l'employeur, c'est finalement de faire cet effort, d'aller trouver quelque part le meilleur mix, la meilleure combinaison pour arriver à délivrer le maximum de pouvoir d'achat. Je trouve que cette intro, elle est hyper importante parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que post-Covid, on a lu plein d'articles, plein d'études qui faisaient que répéter qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du sens au travail, c'est la flexibilité. Et on avait la sensation que la rémunération, c'était plus un sujet, que c'était vraiment le sens au travail, etc. Et en fait, moi, je trouve, parce que je suis au contact de beaucoup de RH, et c'est ton cas aussi très certainement, je suis sûre que tu partages ce constat, moi, je trouve que c'est faux. La rémunération, c'est toujours un sujet et c'est même le sujet numéro 1. Il y a eu des études plus récentes qui ont justement rappelé à l'ordre et dit hop, 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 en fait, c'est toujours la rémunération, hein, le critère numéro 1. Et je pense qu'aujourd'hui, la différence peut-être avant Covid et post-Covid, c'est que aujourd'hui, les candidats veulent juste plus de compromis, en fait. Ils veulent et la rémunération et le sens et la flexibilité. Je pense que c'est ça la grosse différence finalement. Mais la rémunération, c'est toujours un sujet. Et je pense que c'est super justement que tu fasses cette intro et qu'on puisse aborder ce sujet aujourd'hui parce que je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça finalement du sujet de la REM parce qu'on parle tellement de sens, de flexibilité, télétravail, tout ça, que c'est un peu au détriment de la rémunération et des avantages sociaux finalement. Exactement. Je faisais juste une petite parenthèse. Bah oui, ouais. Toujours top 3 et je pense que cette année particulièrement, c'est top 1. Donc il faut, c'est pareil, hein, les choses ne sont pas exclusives, hein, on peut donner du sens aussi au travail, mais c'est pas parce qu'on donne du sens que derrière on peut s'affranchir de cette réflexion, de cette agentivité, comme j'aime dire, sur le fait d'aller donner plus à ses collaborateurs simplement en dépensant un petit peu mieux les euros. C'est comme quelque part, et c'est ce qu'on va voir finalement par la suite,
C'est comme chacun, on gère notre budget. Quand on fait notre budget à la fin du mois, on se dit, OK, mais voilà, j'ai dépensé mon salaire, j'ai plus rien sur le compte en banque. Est-ce que, quelque part, j'ai bien dépensé mes euros? Ah ouais, peut-être que j'aurais pas dû sortir 3 fois, etc. Et voilà. Mais c'est vraiment l'usage de mes euros qui est fait. Et ben, aujourd'hui, il y a un gaspillage qui est fait par le salaire, on va le voir. Et en fait, il y a des moyens de, là encore, en faisant un effort, en faisant l'effort de se poser, d'y réfléchir et d'agir, il y a un moyen de donner plus et de faire en sorte qu'à la fin du mois, les salariés aient plus sur leur compte en banque, tout simplement. Ça marche. Du coup, je te propose qu'on avance justement Exactement. sur... Donc la clé, c'est quoi? Alors la clé, c'est les avantages sociaux. Nous, c'est ce qu'on vend, mais c'est pas parce qu'on le vend qu'on le présente. C'est, on va dire plutôt qu'on a créé bénéfice parce que on est convaincu du super pouvoir des avantages sociaux. Voilà, très simplement un tableau pour schématiser. Alors c'est basé sur un cas médian d'un salarié qui a une imposition marginale à 30%, donc c'est globalement entre 28 000 euros de revenus nets et 82 000 euros nets. Donc on va dire que c'est un spectre très large dans lequel beaucoup de salariés, on va dire, tombent. Et donc dans ce cas-là, en fait, on s'aperçoit que quand je suis employeur, quand je vais dépenser 100 euros en salaire, c'est-à-dire que globalement, je donne 70 euros de salaire brut à mon salarié, je paye mes charges patronales dessus. Donc, quand je vais dépenser 100 euros en salaire, au bout du bout, mon salarié va toucher à peu près 40 euros. Une fois qu'il a payé ses charges sociales, ces lignes qu'on voit sur la fiche de paye, et également son impôt sur le revenu. Donc, en fait, j'ai une efficacité du salaire qui n'est que de 40%. Et quand je regarde ces super dispositifs d'avantages sociaux, qui, en fait, leur intérêt réside dans le fait qu'ils sont, on dit, ils sont tax efficient, ils ont des impôts qui sont doux, à géométrie variable, selon l'avantage. Mais quand on regarde la mutuelle, par exemple, la mutuelle, on y reviendra après, la mutuelle étant un avantage un peu à part, mais si on le regarde sous l'angle du pouvoir d'achat, le fait que c'est quand même des euros que le salarié n'a pas à débourser quand il a une bonne mutuelle, quand je vais donner 100 euros, à partir du moment où la mutuelle est utilisée, mon salarié va avoir l'équivalent de 65 euros dans la poche. Mieux, c'est l'épargne salariale. Quand je vais donner 100 euros, mon salarié va avoir 90 euros dans la poche. Et le nec plus ultra, on y reviendra, c'est tout ce qu'on appelle les titres de paiement. Titres restaurant, cadeaux, CESU, culture, etc. Remote, qu'on oublie aussi, on peut rembourser les frais de remote pour les boîtes qui sont en remote. J'ai 100% d'efficacité. Je donne 100. Mon salarié a 100 euros dans la poche. Donc ces chiffres-là, ils sont encore basés sur un cas médian. Bien entendu, pour un collaborateur qui gagne moins, qui a moins d'imposition, finalement, l'avantage social perd un petit peu en intérêt, mais il reste toujours, quoi qu'il arrive, plus intéressant que le salaire. Et ensuite, et c'est là aussi où c'est intéressant, sur des hauts revenus, on parlait d'attractivité, sur des hauts revenus, finalement, l'avantage social va encore gagner. C'est-à-dire que l'efficacité du salaire va être réduite et l'efficacité de l'avantage social, si on regarde l'épargne salariale, si on regarde les titres de paiement, va rester inchangée. Donc en fait, on vient creuser un écart entre le salaire et ces dispositifs. Et donc en fait, sur des schémas un peu extrêmes, on va avoir, on va dire, des dispositifs d'avantages sociaux qui vont être jusqu'à 3 fois plus intéressants que du salaire. Donc c'est ça, en fait, c'est de là que naît l'opportunité de l'avantage social. Mais comme tout le temps, quand il y a un grand pouvoir, alors, il y a parfois des grandes responsabilités, mais en France, il y a des contraintes, et donc c'est ce qu'on voit au slide suivant, c'est que malheureusement, ces avantages sociaux, la contrepartie de ce côté tax efficient, c'est qu'il y a une certaine rigidité. On est en France, mais donc voilà. Qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Qu'il n'y a pas dans d'autres pays, exactement. On a vraiment une spécif française. On parle de, à l'étranger, on parle de flex benefits. C'est assez intéressant de se poser 2 minutes sur le modèle qu'on a au UK, qu'on a au Portugal, qu'on a en Espagne. C'est qu'en fait, le salarié, quand il reçoit son salaire, il peut décider de renoncer à une partie du salaire pour l'investir dans des avantages sociaux. Ok. C'est lui qui choisit ce qu'il fait, mais ce qui fait que ça a un grand avantage, c'est que chaque salarié va pouvoir personnaliser les avantages sociaux qu'il va percevoir, et donc ça va permettre de maximiser l'usage. Malheureusement, en France, c'est pas ce qu'on a, c'est-à-dire que la contrepartie, pour être défiscalisée, si on le schématise,
c'est qu'il faut que le dispositif s'applique dans les mêmes conditions à tous les salariés. Donc, je ne peux pas choisir de renoncer à mes titres restaurants pour avoir une meilleure mutuelle. Ah Ça ne oui, marche pas. c'est quoi? C'est le principe d'égalité qui Ouais, c'est le principe, c'est prévaut, dans en les fait. textes de loi, c'est que tu es obligé pour garantir l'avantage social, il doit s'appliquer à tous et dans les mêmes proportions. Il peut y avoir, c'est le schéma global, il peut y avoir des petites spécifs par collège, etc. Mais on peut retenir par simplification ici que, voilà, globalement, il doit s'appliquer à tous. Et ça pose d'autant plus un problème que l'avantage social, globalement, on viendra, il y a un petit cas particulier, mais globalement, il ne tombe pas sur le compte en banque. Qu'est-ce qui fait que le salaire, quelque part, est apprécié de tous? C'est, d'un côté, c'est assez simple, hein, ou pas, pour l'employeur d'en donner, et finalement, le collaborateur le reçoit directement sur son compte en banque, et dans le banque dans lequel on est, quand l'argent est sur le compte en banque, en fait, on peut en avoir un usage maximum, le dépenser comme on veut. Ouais, puis c'est visible. C'est visible. Et puis par ailleurs aussi, le salaire a un côté statut social, etc., qui fait qu'on a tendance à comparer ses salaires. Ouais. On ne compare pas ses avantages sociaux. C'est vrai. Voilà. Donc l'avantage social, il a ce problème de ne pas tomber sur le compte en banque, et donc il a vraiment ce problème en lui d'avoir potentiellement, et c'est là en fait où il faut agir, d'avoir une décote d'illiquidité ou je dis même d'inutilité, qui fait que derrière, typiquement, je sais pas moi, une boîte qui a 25 ans de moyenne d'âge, quand ils ont de l'épargne retraite qui est bloquée jusqu'à 67 ans, dans le meilleur des cas, l'argent bloqué pendant 42 ans, c'est totalement illiquide. Donc je ne valorise pas, ok, c'est de l'épargne, mais je ne valorise pas autant cet argent que s'il était sur mon compte en banque. Quand j'ai une mutuelle, moi quand j'avais 22 ans, mon employeur de l'époque me payait ma mutuelle à 100%. Ma carte vitale était démagnétisée pour vous dire à quel point j'allais chez le médecin. Donc en fait, c'était sympa. Il me payait à l'époque 150 € la mutuelle, très bien. J'en avais pas l'usage. Donc c'est-à-dire que tous les beaux schémas, que les chiffres que je vous ai montrés avant, c'est bien sympa que quelque part la mutuelle soit 1,5 fois plus intéressante que le salaire. J'aurais préféré avoir même moins en salaire. Et l'autre exemple aussi, c'est des titres restaurants, mais ça vaut pour tous les types de paiement qui ne sont pas utilisés. Souvent, moi, la blague ce que j'évoque, c'est que même chez nous, on y reviendra, mais le développeur chez nous, le tech lead qui a développé la solution de titre restaurant, a son compte titre restaurant qui est très fortement approvisionné, et d'ailleurs qui a été une des raisons pour lesquelles on a un peu pivoté sur la solution. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté où malheureusement, par rapport aux besoins de mes salariés, chacun va avoir des besoins différents. J'ai une certaine rigidité, et donc souvent ce que je dis aux clients qu'on accompagne, c'est que tout l'enjeu, on n'est pas sur des marchés flexibles de bénéfices. Par contre, on peut essayer d'agir pour essayer de rendre ça le plus flexible possible, le plus adhérent quelque part aux attentes des collaborateurs, qu'elles soient moyennes. En tant que chef d'entreprise, je peux me dire, je veux en fait donner quelque chose un peu équivalent à tous, et puis je fais une moyenne. Ça arrive très souvent. Mais je peux aussi, et c'est là où il y a deux niveaux de lecture, je peux aussi assumer dans ce contexte de guerre des talents qu'on évoquait, je peux très bien assumer de dire moi je veux être hyper attractif sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, la mutuelle, globalement, ils s'en fichent, et je préfère peut-être aller réallouer mon argent sur des choses qui leur parlent vraiment. Voilà, c'est là. On est sur une approche de plus en plus individualisée, en fait, idéalement en tout cas. Exactement. En tout cas, c'est l'idéal. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vraiment, l'avantage social, l'écueil, c'est que c'est pas comme le cadeau qu'on vous fait à Noël et que vous aimez pas, que vous allez revendre sur eBay. C'est pas comme, je sais pas, une action que vous avez que vous pouvez revendre en bourse. Voilà, je peux pas revendre mon avantage social sur eBay, je peux pas le revendre en bourse. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, soit je vais le dépenser un petit peu pour des dépenses de confort, soit, et c'est là que le RH, l'employeur peut agir, j'attends de mon employeur qui vient me donner des dispositifs qui sont vraiment adaptés à mes besoins. Très clair. Ce qui fait qu'on va faire Pardon, vas-y. Non, j'allais juste te dire. On fait un petit focus après, mais je te laisserai. Ce qui fait qu'on va faire un petit focus après, vraiment détaillé sur mutuelle, épargne salariale et études de paiement, pour voir vraiment comment est-ce qu'on peut agir sur ces dispositifs. Ok. Juste, j'allais rebondir et poser la question à l'audience présente aujourd'hui. Déjà, si eux, à leur échelle, dans leur entreprise, est-ce qu'ils estiment que les avantages auxquels ils ont accès sont pertinents ou pas,
Est-ce que vous utilisez tous les avantages qui vous sont donnés? Est-ce que ça vous paraît aligné à votre propre besoin? Enfin, moi-même, hein, quand j'étais salariée, il y a parfois des avantages dont j'avais aucune utilité et d'autres où je me disais, tiens, c'est dommage qu'on n'a pas plus de ça parce que moi, perso, c'était plus ça, par exemple, je sais pas, les chèques vacances, je dis n'importe quoi, mais je pose la question un peu dans l'audience, histoire qu'on récolte au passage leur propre expérience en entreprise. Et en parallèle, effectivement, je sais que tu as prévu de nous faire un focus sur trois Ouais. avantages phares qui sont souvent les plus cités d'ailleurs, non? C'est ce qui est le Ouais, plus exactement. C'est évoqué. ceux sur lesquels on a un vrai impact sur le porte-monnaie. Après, il y en a plein d'autres. Mais ceux qui ont Ouais, un impact sur le portefeuille directement, c'est ces trois-là. Et pour revenir sur ta question, ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que mes avantages sont utiles? Et puis, c'est aussi de se poser la question, voilà, vous avez des chèques cadeaux. Combien il faudrait que. C'est quoi le trade-off que vous serez prêt à faire versus du salaire? Combien il faut que je vous donne en salaire pour que vous me ouais. donniez votre titre cadeau? Ça, c'est aussi intéressant pour se rendre compte de la prime d'illiquidité qu'on met derrière le ticket. Mhm. Certains vont dire, bah non, moi Ouais, je veux la même somme en salaire, mais d'autres vont ouais. dire, bah je peux pas m'en servir et donc je préférerais avoir le tiers de la somme en salaire, etc. Ok. Euh, Il y a Sonia qui nous dit justement que dans son entreprise, ils utilisent quasiment l'ensemble de ses moyens et elle essaie d'évaluer la pertinence de chacun d'entre eux au moins une fois par an. ouais, Euh, et c'est une bonne démarche en soi, Benjamin. J'imagine que vu ton discours, t'encourages toi-même, non, à faire carrément. régulièrement l'évaluation de la pertinence? Exactement. À minima, sur la fin de l'année, on y reviendra sur un peu des use cases, mais bien entendu, quand on va être dans une stratégie d'augmentation des salariés ou pas, hein, si on n'a pas le budget, Ouais, finalement, ce levier de la réallocation, de la pertinence et ouais. de l'éventuelle réallocation des dispositifs, c'est aussi un moyen de donner plus de pouvoir d'achat. Et donc, il y a plein de moyens d'aller regarder la data en disant est-ce que les soldes sont vidés sur des types de paiement, à quelle date, est-ce que j'ai aussi, il y a la pertinence actuelle et puis il y a la pertinence future. Est-ce que quelque part Mhm. j'ai un buffer, est-ce que je peux aller augmenter quelque part Ouais. ces dispositifs, est-ce qu'ils vont être utilisés si je le fais? Donc complètement, c'est hyper important, à minima de les évaluer, Ouais, de de les sonder régulièrement la pertinence. Ok. Et Corinne qui dit bah, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Bah, ça, c'est sûr. Exactement. Euh, Par Alors, exemple, les tickets resto qui dorment et les salariés qui demandent à en sortir, ça arrive. exactement. Alors ça, on y Ouais, reviendra. Ça, c'est un vrai ouais, use case qu'on adresse ouais, je parfait. ne vais pas spoiler la suite, mais complètement, ça, on va l'adresser. On a complètement ce sujet. On a même nous sorti une solution qui permet de justement éviter que ces titres restaurants dorment. Mais c'est exactement ça. Ça fait une bonne transition aussi avec la mutuelle parce que la mutuelle est concernée. Et pour aller dans le même sens, vous Ouais. avez dû, voilà, si vous êtes dans des fonctions RH, vous avez dû, on est le 31 octobre, recevoir la douloureuse, l'augmentation de la mutuelle de fin d'année, qui Ah est oui. cette année assez importante parce que tout monte, y compris les soins, donc on va pas rentrer là-dedans, mais tout le monde de l'ordre de 10 à 15%. Mhm. Sur des boîtes qui ont pas mal de salariés, hein, puisqu'on parle TPE, PME, mais dès lors qu'on dépasse 100 salariés, on a le droit à un petit traitement de faveur spécifique. On vient nous dire, vous avez consommé tant, vous avez payé tant, donc potentiellement la douloureuse est encore plus importante. Mais moi, ce que je dis quand j'ai des clients comme ça en face, je leur dis, OK, mais est-ce que vous préféreriez avoir une mutuelle que vous payez 100 et où en moyenne vos salariés consomment 60, ou est-ce que vous préférez avoir une mutuelle que vous payez 100 où vos salariés ont consommé 150? Certes, il va y avoir besoin de régulariser, mais si on s'arrête, et c'est le tableau que vous avez un peu sous les yeux, c'est que la mutuelle, on disait, c'est intéressant si on le voit hein, sous le prisme pouvoir d'achat, donc on s'est dit, c'est aussi un sujet, je ne le nie pas, de tranquillité, l'assurance d'être bien couvert, donc aussi en tant qu'employeur, on se dit, je dois bien couvrir mes salariés, mais il n'empêche, la mutuelle garde une jambe, une grande jambe, pouvoir d'achat, puisque quand je vais chez le médecin, quand je me refais des lunettes, si j'ai une bonne mutuelle, bah, c'est des euros que je ne vais pas avoir à sortir de mon compte en banque. Et donc à ce titre, c'est du pouvoir d'achat. Donc quelque part, la mutuelle arrive directement sur le compte en banque, puisque c'est de l'argent qui ne sort Mhm. pas du compte en Ouais. banque. Mais la vraie, enfin, le vrai impact, il est aussi sur la consommation, puisque alors ça c'est un peu iconoclaste hein, comme posture, d'autant que nous on gère la mutuelle, donc je n'incite pas les gens à surconsommer, mais juste de le regarder sous cet angle-là quand on a une augmentation tarifaire, de savoir ce qui a été consommé et de se dire que finalement la fiscalité de la mutuelle elle est basée sur ce qui est cotisé, ce qui est payé.
Donc, sur mon exemple, c'est sur une base 100 euros. Si vos salariés en moyenne consomment 150 euros, eh ben, en fait, on va avoir un dispositif qui est extrêmement efficace, puisque quelque part, pour 100 euros que vous allez financer, vous, employeurs, ils en auront récupéré sur l'année 115 euros. Donc vraiment, la consommation des frais de santé. Et quelque part, c'est là je trouve qu'on arrive un peu à rejoindre le côté pouvoir d'achat et aussi le côté un peu social de la mutuelle. C'est que moi, je veux que mes salariés soient bien couverts. Bon, bah, finalement, derrière une forte consommation, on peut se dire qu'ils ont été bien couverts. Alors, ça, c'est un peu le schéma général. Faut aller un petit peu plus loin là-dedans parce que derrière une mutuelle, vous avez souvent la mutuelle est taxée d'être une sorte de crédit conso financé par les entreprises. Je pense qu'il faut arriver à distinguer un peu deux types de garanties. Il y a des garanties qui sont éminemment indispensables. On ne se fait pas hospitaliser par confort. Par contre, en tant qu'employeur, on peut se poser la question, quand il y a une forte conso, de l'utilité de cette monture de lunettes de marque, de ces montures de lunettes de marque chez les collaborateurs. Est-ce que quelque part les euros sont... Alors, on peut se dire oui, c'est de la conso, il n'y a pas de jugement derrière, mais ça pose vraiment la question. On parlait d'étudier la pertinence des dispositifs. Ça pose vraiment la question de l'utilité des garanties et de l'utilité aussi passer au prisme de tous mes collaborateurs. Je m'explique. Est-ce que tous mes collaborateurs ont consommé la mutuelle ou est-ce qu'en fait j'ai une frange de collaborateurs qui a consommé pour 80% du reste? Ça, j'en reviens à ma stratégie, mais si je suis dans une stratégie de moyenne, je suis pas, finalement j'en ai contenté 20, mais j'en ai 80 qui ont eu un cadeau dont ils ont eu peu d'usage. Si je suis dans une stratégie de ciblage, si ces 20 correspondent à ma cible, tant mieux. Mais voilà, en tout cas, il faut. C'est intéressant de se poser ces questions-là. Il y a aussi quelque chose qui est un peu pareil. On ne dit pas tout le temps parce que voilà, on est content quand les conjoints sont sur la mutuelle, mais dans le monde d'aujourd'hui où très souvent le salarié et son conjoint travaillent, finalement, quand je suis employeur et que je finance la mutuelle du conjoint, ok, je fais ça parce que je veux faire un geste auprès de mon salarié, sauf qu'en fait, c'est pas tant mon salarié à qui je vais donner des euros, c'est plutôt à l'employeur du conjoint qui sera bien content que le conjoint se dispense et vienne sur la mutuelle plus favorable que j'ai mise en place. Le but n'est pas de réduire la voilure et de radiner. Le but, c'est de se dire ces euros-là que je mets et qui financent le conjoint, déjà, ils s'adressent à ceux qui n'ont que des conjoints, d'une part. Et surtout, si j'arrêtais de financer le conjoint, est-ce que je pourrais pas réinjecter les euros sur la mutuelle, mettre de meilleures garanties, sur la mutuelle, prendre un peu plus à ma charge le salarié et éventuellement les enfants, ou potentiellement déplacer les euros ailleurs. Et c'est là où, c'est un peu le fil rouge de ce webinaire, mais c'est là où effectivement, c'est dur de contenter tout le monde, c'est dur aussi de baisser individuellement des avantages sociaux quand c'est cloisonné. Parce que avantage social, acquis social, vous posez la question à un salarié, personne ne va vous dire baisse-moi mes garanties en mutuelle. Par contre, moi j'ai sondé chez nous, j'ai dit si je vous baisse les garanties mais que je vous donne l'équivalent en titre restaurant ou solution de cagnotte, qui serait partant et qui serait contre. Et c'est là où en fait on peut commencer à instaurer un dialogue social en disant à budget équivalent, où est-ce que vous avez le plus d'usage des euros? On voit les réponses. Et après, on voit la stratégie qu'on veut mettre en place. Mais c'est vraiment pas dans une optique de baisser le prix, de faire des économies. Ça peut être aussi le cas. Hein. Mais en tout cas, il faut vraiment le voir comme aussi et surtout comme une réallocation un peu smart des dispositifs. Et dans la même veine aussi, mais ça, c'est plutôt dans une optique de fin d'année. Très souvent, les obligations conventionnelles, c'est 50% de prise en charge du salarié. Ça vaut le coup aussi, si la mutuelle est assez consommée ou même dans les standards à 100, ça vaut le coup de se poser la question de peut-être la prendre totalement à sa charge. Si vous le recontextualisez par rapport à une augmentation moyenne, voilà, supposons que vous prévoyez de donner 4-5% d'augmentation l'an prochain, finalement, de prendre à votre charge l'augmentation de la mutuelle, voire même toute la mutuelle, ça va être une goutte d'eau dans l'augmentation. Et c'est une goutte d'eau qui peut être sympa pour votre salarié, en fait. Voilà, il y a un vrai effet coup de pouce. Et surtout, c'est des euros qui sont, là encore, plus intéressants que du salaire. Donc, vraiment, sur la mutuelle, il y a ce côté où il faut pas hésiter
à faire un peu de bilan chaque année, à challenger dans cette approche un peu holistique des avantages sociaux. Moi, je suis assez effaré, c'est pas le bon terme, mais moi aujourd'hui, j'ai 90% des clients qui viennent nous voir qui veulent les mêmes garanties pour le même prix ou moins cher. Pour tout le monde. Ah ouais. Mais sauf que ça, si on y pense 3 secondes, on se dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte qui a 5 ans d'ancienneté depuis sa création, en fait, son contrat de mutuelle aujourd'hui, c'est celui qu'elle avait, si elle a fait ça à chaque fois, c'est celui qu'elle avait mis en place au début. Donc en fait, ces salariés, ils ont évolué en 5 ans, c'est plus les mêmes, il y en a d'autres, ils sont pris en âge. Donc c'est assez dingue d'être comme ça, un peu sclérosé sur la mutuelle en disant je veux les mêmes garanties. Alors après, nous, quelque part, on les prend comme clients comme ça. Par contre, dans ce qu'on met en place, justement, à minima, sous 1 an, on va étudier la pertinence des garanties et l'éventuelle réallocation, on y reviendra, qu'on peut mettre en place. Mais vraiment, il faut oser challenger ces garanties. Là encore, pas forcément dans une optique d'économie, mais dans une optique de donner plus à ses salariés, simplement en dépensant mieux en fait ces euros de la mutuelle. Ça fait réagir le sujet de la mutuelle dans le chat. J'ai pas mal de réactions. Pour rebondir sur ce que tu disais déjà sur la notion de sonder régulièrement par rapport à la pertinence. Alors, quels que soient les avantages, mais aussi sur la mutuelle et les garanties. Il y a Corinne qui disait de ne pas hésiter à solliciter les délégués du personnel pour prendre la température aussi et sonder un peu les attentes des collaborateurs. Et puis Sonia qui disait que eux, assez récemment, ils ont justement revu leur contrat en fonction, parce qu'en fait, ça correspondait plus à la pyramide des âges. Il y avait un vrai sujet par rapport aux besoins en fonction des âges dans l'entreprise. Et ensuite, j'ai des questions. Alors, tu me diras si tu peux répondre. Mais Samuel nous dit, alors, est-ce qu'il est possible de faire des avantages individuels en fonction des besoins salariés au fur et à mesure de leur évolution dans l'entreprise, mutuelle à un moment donné ou ticket resto, en gros, des salariés qui auraient un package dans lequel ils peuvent piocher en fonction de leurs besoins à un moment donné tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Est-ce que ça malheureusement, tant qu'on sera en France, malheureusement, non. Et ouais, on en revient au sujet de la flexibilité ailleurs, mais pas en France. Par contre, il y a un moyen, ça serait le moyen, si on veut s'en rapprocher le plus, c'est de définir un socle sur la mutuelle qui soit le plus petit dénominateur commun. En gros, de s'assurer que ce qu'on met à disposition permette de couvrir les besoins minimum dans l'entreprise, de passer le delta en option à la charge du salarié. Je veux consommer, je valorise la mutuelle, j'ai des besoins, je paye de ma poche. Mais sauf qu'en fait, en contrepartie, finalement, je vais avoir tout un tas de dispositifs à côté, voire même du salaire, qui vont me permettre d'avoir des euros. Donc, quelque part, le trade-off s'opère. Le seul moyen de le gérer, c'est sur l'usage, quelque part. C'est quand je vais réduire à peau de chagrin la mutuelle pour garantir un usage maximum. Et l'argent que je vais économiser, je peux le redéployer sur un dispositif à côté. Mais je ne peux pas dire le salarié A, il a une forte mutuelle et pas trop de titres au restaurant, et le salarié B, il a une petite mutuelle et beaucoup de titres au restaurant. Bon, peut-être qu'on y viendra un jour. Qui sait. Et ensuite, il y a Charlotte qui demandait, alors c'est une question très pratico-pratique, mais elle dit, la loi ne dit-elle pas qu'on ne peut pas être dispensé, même si on est couvert par la mutuelle du conjoint? Je cite souvent le cas de j'espère qu'il n'y a personne, je ne vais pas citer sa boîte, mais le cas de ma femme, où son employeur me disait qu'elle ne pouvait pas être dispensée. Et si, il y a un cas de plein droit, il y a des cas de plein droit. Et le fait d'être couvert sur la mutuelle du conjoint, alors il y a une petite spécif, il faut que la couverture du conjoint soit responsable. Pas rentrer sur le débat, mais vous pouvez voir, c'est le fait que ce soit des garanties qui soient pas trop élevées, pas irresponsables. Voilà. Et premier élément, et le deuxième élément, c'est qu'il faut que le conjoint soit couvert de manière obligatoire sur la couverture donc, du salarié et pas de manière facultative. Si ces deux conditions sont réunies, conjoint obligatoire plus contrat responsable, vous êtes dans le cadre pour pouvoir être dispensé auprès de votre employeur. Et c'est d'ailleurs un sujet parce que peu de gens le savent et vous vous retrouvez dans des cas, là je vous ai fait le cas où c'est les affaires de l'employeur, mais effectivement, il y a beaucoup de cas où le conjoint n'est pas au courant et se retrouve finalement avec deux mutuelles. La mutuelle qui est potentiellement prise en charge à moitié par l'employeur, mais sur lequel il va payer, plus sa mutuelle d'entreprise qui va continuer à payer. Et c'est très, très...
pour pas dire c'est totalement inutile d'avoir de mutuelle. Alors ça peut être sympa pour des plafonds et tout, mais globalement retenez que c'est totalement inutile. Donc il y a un vrai sujet sur effectivement ce côté dispense et ce côté un peu efficacité pour le conjoint. Voilà. Mais en tout cas, la dispense est totalement légale. C'est illégal de vous dire le contraire. C'est récent ça? Parce que je vois dans le chat certains qui disent il y a eu une mise à jour, ils ont assoupli ça. C'est récent ce qu'ils ont assoupli, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin de remplir des formalités à outrance. Il faut juste faire ok, d'accord. C'est ça qui a changé récemment. Okay. Mais le fait d'être dispensé, il y a des cas de plein droit, il y a des cas optionnels, mais ça, c'est, alors j'ai plus la date exacte, mais c'est presque aussi vieux comme le monde. Oui, après, il reste à réfléchir laquelle des deux est la plus intéressante, laquelle s'adapte le mieux au couple, à la famille, etc. Ouais. Ok, bon, merci, c'était très clair. Merci pour tes réponses. Tu as un autre avantage à nous proposer. C'est mon chouchou. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire ça. C'est pas ton chouchou, ça? Ouais, parce que alors l'épargne salariale en préambule, pour que tout le monde un peu raccroche les wagons, c'est quoi? L'épargne salariale, c'est un terme générique dans lequel, quand vous allez voir votre banquier, il vous parle de PE, de PERCO, des termes, des noms barbares qui sont juste des noms administratifs qui ne correspondent quasiment à rien. L'épargne salariale, point de vue employeur, point de vue salarié, c'est ce qu'il faut voir, c'est un peu les robinets qui permettent de l'alimenter. Et aujourd'hui, j'ai 4 robinets. J'ai l'intéressement, c'est le dispositif un peu phare qu'on pousse, on va voir. J'ai la participation. La participation, elle est aujourd'hui imposée. C'est-à-dire que quand vous dépassez 50 collaborateurs, etc., et que vous faites des bénéfices, vous devez verser, il y a une formule qui est écrite de la participation. Vous avez l'abondement, c'est que l'employeur peut dire quand le salarié va verser 100 €, que ce soit parce qu'il se sert de son intéressement, de sa participation, ou parce qu'il fait un versement de lui-même, versement volontaire, moi je vais aller abonder, je vais donner 200 € en plus, dans une limite 2. Et vous avez aussi, ce qui est récent, vous avez la prime de partage de la valeur qui peut aujourd'hui être mise sur des dispositifs d'épargne salariale. Le dispositif le plus intéressant, c'est l'intéressement, parce que il n'est pas contraint. Quelque part, la participation, c'est contraint. L'abondement, je trouve qu'il y a un côté qui est un peu aussi injuste dans l'abondement, parce que celui qui a des économies peut placer et se fait abonder, celui qui n'en a pas, qui n'a pas d'économie de côté, fait. La prime de partage de la valeur, on verra, ça fait quelques années que c'est reconduit, mais ça risque de s'arrêter. Le sujet qui est un sujet plus long terme, c'est l'intéressement. Donc l'intéressement, c'est quoi? C'est que je peux dire, moi, c'est ce qu'on a fait, montrerai chez Bénéfice. Nous, aujourd'hui, on a 20% d'intéressement. Donc ça veut dire que chaque collaborateur, si on fait les objectifs, a 20% en plus de salaire versé sous forme d'intéressement qui lui est attribué. L'intérêt de l'intéressement, il est unique quelque part, c'est que c'est du salaire en mieux. Il est là mon cas particulier de l'avantage social qui tombe sur le compte en banque. Et il est aussi là mon cheval de bataille, c'est que l'épargne salariale, c'est du salaire en mieux, parce que le collaborateur, même quand il décide de percevoir son épargne salariale, donc quand vous avez de l'épargne salariale, vous pouvez à chaque fois que c'est versé, décider de le placer ou décider de le percevoir. Ce qui n'est pas su, c'est que on vous agite le fait que quand vous ne le placez pas, vous êtes fiscalisé, etc. Mais ce qui n'est pas su, c'est que quand je décide de percevoir le salaire, donc c'est ce que je fais tous les trimestres, je perçois mon épargne salariale sous forme de salaire, donc directement sur mon compte en banque, c'est 15% plus intéressant que du salaire. Donc dit autrement, quand je décide de percevoir 100 € d'épargne salariale, l'argent que je vais avoir sur mon compte en banque, qui d'ailleurs souvent est payé avec la fiche de paye, ça équivaut à 115 € de salaire brut. Voilà. Donc, okay. En fait, mais c'est intéressant ça. Est-ce que ça dépend des organismes? Ça dépend de rien. Ça dépend pas de ton niveau d'imposition, de rien du tout. C'est pas forcément connu. C'est souvent, on a un angle mort. On y reviendra sur le sujet, mais c'est vraiment pour ça que moi je dis que l'épargne salariale, c'est du salaire en mieux, c'est du salaire épargnable, c'est du salaire avec une option d'épargne. Il faut pas. Mais la fréquence, parce que moi, dans mon imaginaire et dans mes souvenirs d'ailleurs, l'épargne salariale, c'était ok, je mets de l'argent, mais je peux le toucher que une fois par an. Ou, en fait, c'est faux. Et moi, tout le monde me dit ça autour de moi. Mais oui, je vois dans le chat d'ailleurs, hein, ça réagit, ça dit ouais, mais bon. Ouais, non, moi, ça me. Alors, plusieurs réponses à ça. Déjà, l'épargne salariale, vous pouvez la payer pas forcément annuellement, vous pouvez la payer trimestriellement. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un effet où c'est quasiment un bonus trimestriel. Premier sujet. Effectivement, et
t'es vraiment un cas typique, Anaïs, de l'épargne salariale, c'est que pourquoi, toi, mais comme tout le monde, pourquoi dans l'épargne salariale, on ne retient que le mot épargne? Déjà, c'est parce que c'est écrit, hein, on vous dit épargne salariale. Faut aussi être conscient que tout le modèle économique de l'épargne salariale, les gens qui vous fournissent de l'épargne salariale, ils sont rémunérés sur les encours. Donc en fait, tout le monde a un intérêt, sauf nous, tout le monde a un intérêt à ce que vous placiez votre argent. Donc voilà, on va vous inciter à le placer. C'est vraiment l'angle mort, et c'est vraiment ça mon cheval de bataille, c'est de se dire l'épargne salariale, c'est vraiment du salaire. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, quand votre compte en banque est dans le rouge, de le mettre encore plus dans le rouge pour aller mettre de l'argent sur un livret A? La réponse, c'est non. Pourquoi est-ce que vous faites ça avec de l'épargne salariale? Pourquoi, quand la fin de mois est difficile, vous ne percevez pas votre épargne salariale? C'est une question vraiment de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est de se dire je perds l'intérêt du placement qui est la défiscalisation. Ok, sauf que l'argent est bloqué. L'argent est bloqué pendant 5 ans. Donc si je reprends mon cas de quelqu'un qui est imposé à 30%, globalement, le fait de placer l'argent, qui ne vaut quelque part, au-delà du support financier qui ne vaut que par la défisc, ça me fait gagner 5% par an. Bon, le livret A, sur un support qui aujourd'hui du monétaire sur l'épargne salariale, c'est 0,5% de rendement. Donc, ok, donc en gros, je vais avoir 5,5 de rendement. Aujourd'hui, le livret A est à 3%. Donc j'ai aussi des leviers chez moi pour pouvoir placer l'argent sur des comptes à terme. Il y a des gens qui peuvent investir en Bitcoin, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut sortir de ce schéma de si je ne place pas l'argent, j'ai une sorte d'injonction à épargner. Parce que c'est écrit dans le titre, parce que oulala, je perds de l'argent. Non. Et c'est un peu mes tips sur le sujet, c'est qu'il faut vraiment, et c'est là aussi où l'employeur peut être un peu agentif, c'est il faut inciter les salariés à le percevoir. L'épargne salariale, c'est du salaire. Bon, pour que c'est l'odeur, le goût du salaire, qu'il l'ait sur le compte en banque, donc ils le perçoivent. Après, ça devient presque une affaire de culture d'entreprise, hein, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression dans mes entreprises précédentes que personne ne m'encourageait à me dire pense à débloquer ton argent. Et ça soulève, tu as déjà répondu à la question, mais sur l'imposition, certains se demandaient, mais si on débloque tous les 3 mois, du coup, c'est imposable. Alors, il y a Corentin qui a déjà répondu, mais... Complètement, c'est imposé, mais là encore, c'est deux façons de le voir. Je dis pas qu'il ne faut pas le placer. Je dis juste que si vous le comparez à ce à quoi ça doit être comparé, qui est du salaire, c'est du salaire amélioré de 15%. Votre salaire, il est imposé, vous n'avez pas le choix. On en parlait, vous n'avez pas le choix de le placer a priori. Vous le percevez, il est taxé, après vous faites ce que vous voulez. Si vous rentrez dans le schéma de vous dire l'épargne salariale, c'est ça, avec une option d'épargne, vous le comparez à ce à quoi ça doit être comparé, qui est du salaire. Mais après, bien entendu, vous pouvez le placer. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, sur un taux d'imposition à 30%, le gain, c'est 5% par an. Alors oui, il existe des cas où, par exemple, moi je l'ai fait, je l'ai placé, j'ai acheté mon appartement, je l'ai débloqué 6 mois après. Là, c'est super intéressant parce que finalement, je place pour 6 mois, je sais que je suis dans un cas de déblocage où je vais me marier, je sais que je suis dans un cas de déblocage, je le place, je le sors. Mais le placer et le bloquer, et mon autre cheval de bataille, c'est les fameux PER, la retraite. Franchement, ne mettez pas de l'argent sur un PER, sauf si vous avez 65 ans, mais si vous avez 30 ans, l'argent va être bloqué pendant 37-40 ans. Bloqué. Alors, tout le monde est content à côté, hein, ceux qui se rémunèrent sur vos encours, c'est bien, vous avez de l'argent bloqué pendant 40 ans, c'est super, mais pour vous, c'est pas des vrais euros. Surtout qu'en plus, il y a aucune raison de le placer. Vous êtes obligé d'avoir normalement un plan vous avez 2 plans, vous avez un plan qui est bloqué pendant 5 ans, un plan qui est bloqué à la retraite. Il n'y a aucune raison. Enfin, celui qui vous a vendu du PER, en vous expliquant défiscalisation à l'entrée, etc. Mais excusez-moi, c'est un margoulin. Et il faut vraiment se concentrer sur les plans à 5 ans. Enfin, financièrement, bloquer de l'argent, ça a un coût. Donc, si je bloque de l'argent jusqu'à la retraite versus 5 ans, je dois être rémunéré pour ça. C'est pas le cas sur le PER. C'est les mêmes rendements. Donc, j'ai aucune raison d'aller bloquer l'argent. De même que les stratégies d'employeurs d'abonder pour mettre sur du PER, en se disant non mais ça finance la retraite de mon salarié. Je pense qu'il faut sortir de ce schéma un peu paternaliste en se disant non mais mon salarié, je vais lui donner des euros tout de suite. Il va percevoir que c'est des euros. Il va rester chez moi parce qu'il aura des euros. Et puis après, je peux lui faire confiance sur le fait de pouvoir placer son argent correctement. Pourquoi aller bloquer l'argent sur de la retraite? Donc, voilà, donc c'est des dispositifs qui sont super intéressants, mais vraiment, c'est la colonne de gauche. Et quand elle est perçue, l'épargne salariale, vous voyez, l'épargne salariale placée, effectivement, je dépense 100 euros, 90 euros dans la poche. L'épargne salariale perçue, je dépense 100 euros, 65 euros dans la poche. Je vous renvoie
aux 40 € de salaire. Donc, au global, employeur plus salarié inclus, j'ai une efficacité de 65%. Donc, c'est 60% de mieux que le salaire. Et si je le vois que sous le prisme salarié, est-ce que je préfère avoir 100 € d'épargne salariale ou 100 € de salaire brut? J'ai 15% en plus quand je perçois mon épargne salariale directement sur le compte en banque. Donc on est vraiment sur un dispositif qui a le même goût que du salaire. Voilà. Après, on est vraiment sur une approche agile en fin de compte. Exactement. Et après, c'est par contre à la charge de l'employeur de mettre en place des dispositifs qui fassent que ça passe pas pour de l'enfumage et qu'on se dise pas, ouais, mais ok, il y a une décote parce que je sais jamais à combien ça va tomber. Un coup, j'en ai pas. Un coup, c'est 80%, etc. Donc, c'est là aussi où reprend le dialogue social. Et c'est de se dire, il faut que je mette en place quelque chose qui soit partagé, atteignable, et que le salarié n'ait pas le sentiment que c'est le meilleur moyen de pas lui payer pouvoir d'achat. Mais en tout cas, ce dispositif-là, vraiment, nous, l'histoire chez nous, c'est qu'au début, on avait mis des bonus individuels. Bon, au bout de 2 salariés, on a pivoté, parce que ça n'a aucun sens. Donc déjà, l'intéressement est un bonus collectif. Voilà, sur la portée de la boîte, c'est intéressant. Mais surtout, c'est quasiment totalement défiscalisé. L'employeur ne paye pas les charges patronales. Et le salarié, j'insiste, s'il décide de dire que c'est du salaire qu'il peut épargner, avec une option d'épargne, quelque part, est peut-être un peu plus capable de sortir l'argent. Top. Alors, avant d'avancer sur le dernier avantage, il y a juste Sonia qui dit « J'ai tendance à engager les salariés sur le PEE avant 55 ans et le PER après 55 ans. Est-ce que c'est judicieux selon toi ?» Oui, bien sûr. Enfin, oui, c'est le PER. Ça rejoint ce que tu disais. J'ai fait le schéma, c'est que oui, si on a des collaborateurs qui sont un peu plus âgés, effectivement, ça peut avoir de l'intérêt, le PER, mais quelque part, les gens qui viennent vous dire mettez en place un PER, etc., ou même mettez de l'épargne retraite, on le verra après, mais il y a déjà beaucoup de réservoirs dans les avantages sociaux qu'on présente là, mutuelle, épargne salariale, des titres de paiement, avant d'aller ajouter à la collection des dispositifs qui n'ont d'intérêt que pour les salariés qui sont effectivement proches de la retraite. Si on en revient à cette approche un peu holistique de comment donner le plus au plus grand nombre, et ben en fait, l'épargne retraite ou de l'épargne mise sur du PER sert à bien peu de monde. Donc, bien entendu, c'est intéressant à côté, et par contre, faut pas dire je mets du PER ou j'abonde que sur le PER mes salariés en forçant un blocage dessus. Et comment sensibiliser les collaborateurs au fonctionnement des plans d'épargne ? C'est tout le débat. Alors, je ne vais pas faire de pub pour nous, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a créé, nous, de l'épargne salariale, parce que moi, j'étais horrifié de voir comment c'était vendu, valorisé. Et donc, oui, il faut soit s'approprier le sujet, soit trouver un acteur qui vous permet de, justement, rendre ces lettres de noblesse à l'épargne salariale. Il faut sortir de ce schéma de toute façon, l'argent est bloqué. Donc, ce n'est pas des euros. C'est d'accord. Au même titre que le salaire. C'est peut-être ça, finalement, le message à faire passer. Parce qu'on a un peu dans l'imaginaire l'idée que c'est bloqué, justement. Voilà, je me suis permis d'insister 2 fois en disant, mais incitez vos salariés à sortir leur épargne salariale. Vraiment, il faut casser ce verrou. On a un verrou, on se dit, c'est trop bête de ne pas le placer. OK, dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, c'est pas du tout trop bête de le sortir. Voyons le verre à moitié plein, voyons l'avantage que ça a par rapport à du salaire. Le message est clair. Super. Merci à toi. Allez, sur le dernier… titre de paiement, donc, juste pour dire, donc on parle de quoi? On parle du titre restaurant, qui est certainement le dispositif préféré des Français. On parle des cadeaux, des titres culture, des CESU, de la possibilité de rembourser les frais de remote, de mettre en place des forfaits mobilité douces. Voilà, donc j'ai un spectre très large. Derrière ces dispositifs, j'ai quand même beaucoup de dépenses qui sont remboursables. Petit focus sur mon chouchou qui est les frais de télétravail. Vous avez 2 façons de le rembourser, soit forfaitairement, c'est 10,60 € par jour hebdomadaire de remote, vous le mettez en paye, sujet réglé. Vous avez un autre moyen que nous on privilégie, c'est de rembourser en l'intégrant là encore dans un dispositif global d'avantage, c'est de rembourser au réel. Rembourser au réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, employeur, vous allez pouvoir rembourser une partie de la facture d'électricité de votre salarié au prorata de son taux de remote. Vous allez pouvoir rembourser pour les locataires, pas de bol pour les propriétaires, mais pour les locataires, une partie du loyer. Vous allez pouvoir rembourser une partie des frais de box. Donc ça, c'est méconnu. Mais quand tout à l'heure, je parlais de dépenses primaires, de dépenses utiles, l'électricité, au bout d'un moment, on est bien obligé de la payer. Donc, on est sur des euros qui sont 100% utiles. On n'est pas sur de la dépense comme du cadeau, par exemple, où vous avez un chèque cadeau, c'est la fin de l'année. Bon, qu'est-ce que je vais aller acheter pour dépenser
mon chèque cadeau. Même la restauration, quelqu'un l'évoquait en disant il y a des soldes qui sont importants. Bah oui, comment est-ce qu'on fait quand on est un peu loin, une fois par semaine, on va faire des courses, c'est limité à 25 euros. Bon, le solde grandit, on n'y arrive pas. Le remote, quand vous avez des salariés en remote, on est vraiment sur quelque chose où vous rentrez dans le quotidien du salarié et vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement effectif. Donc vraiment, sur ces dispositifs, il faut identifier ce qui est vraiment du must-have, du nice-to-have. Pour que ce soit des vrais euros, il faut taper des dépenses must-have, donc la facture d'élec. Voilà. Donc il faut savoir la population que vous avez, les titres au restaurant, etc. Ouais. Nous, on a mis en place... Ça peut devenir... Ouais. Non, pardon. Je voulais juste, ça peut devenir quelque chose de très concret pour le coup, parce que quand même, on est dans une ère où on parle beaucoup de télétravail. Moi, je me dis, je suis candidat, je vois une annonce d'emploi qui me dit, dans le cadre du télétravail, on prend en charge tant % de ta facture d'électricité, de ton loyer. Je me dis, waouh, ça c'est du concret. Et, presque, je me dis, bon, bah, le salaire, ok, mais waouh, il y a cet avantage-là, et c'est un peu inédit en plus. Il y a peu d'entreprises qui communiquent sur ça. Bah ouais, parce qu'en fait, le pain, c'est la gestion. Donc, en fait, tu le passes en forfaitaire parce que ça passe en paye et c'est simple. Et sauf que trouver un acteur qui va éplucher les factures qui sont uploadées par les salariés, vérifier ce qui est éligible, prendre la responsabilité juridique, il y en a assez peu sur ça. Et voilà, donc vraiment, il faut identifier le must-have. Nous, c'est un petit moment promo, mais nous, on a mis justement, on a poussé les murs, on a mis en place une sorte de super titre au restaurant qui permet, sans minimum de dépenses, de venir dépenser les euros où on veut. Donc, dit autrement, quand vous donnez 2000 euros en cagnotte, c'est une cagnotte, ben, le salarié A peut tout dépenser en titre au restaurant, le salarié B peut tout dépenser en culture, le salarié C peut dépenser à moitié en restauration, à moitié en culture, chacun choisit. Voilà, ça, on a réussi à créer ce produit-là qui permet de faire que quelque part, tous ces dispositifs qui peuvent rapidement être une collection de nice to have de benefits devient en fait quelque chose de vraiment must-have parce que ben, finalement, j'ai un périmètre d'utilisation d'usage qui est augmenté et je suis sûr que je peux aller dépenser ces euros. Le deuxième élément à retenir sur ça, c'est que contrairement à ce que souvent on pense, on se dit tiens, le titre au restaurant, c'est un coup de pouce. On change pas d'entreprise pour le titre au restaurant. Bah, détrompez-vous. Oui. J'allais dire, bah non, oui, c'est vrai. Alors, pas pour le titre au restaurant, mais justement, quand tu arrives à prendre tous ces dispositifs, que potentiellement tu as une solution qui permet de les dépenser comme tu veux et que tu sommes les montants que tu peux mettre en place. Titre au restaurant, l'employeur peut donner jusqu'à 1500 euros. Le CESU, c'est 2300 euros. Cadeau, c'est 183 euros actuellement. La mobilité, c'est 800 euros. Mais surtout, la culture, qui intègre notamment les abonnements aux plateformes de streaming. Quand vous mettez également le remote, le loyer, bah moi, demain, quand nous, aujourd'hui, c'est mon troisième use case, chez nous, on donne 20 euros par jour en cagnotte à nos collaborateurs. Bah, à la fin de l'année, c'est 4500 euros qu'on leur donne. Bah, quand vous avez un loyer, les 4500 euros, ils sont dépensés facilement en électricité, en loyer, etc. Ces 4500 euros, quand vous voyez l'efficacité par rapport à du salaire, ils correspondent à peut-être 12 000 euros de salaire brut. Pour des dépenses qui sont des vraies dépenses utiles. C'est que mon loyer, il faut bien que je le paye. Donc, je vais payer avec mon salaire. Mon élec, il faut bien que je la paye. Donc, c'est loin d'être anecdotique comme sujet. Et ça peut vraiment, quand on le réfléchit, quand on a la bonne solution, ça peut vraiment permettre d'aller assez fort sur ce que ça permet de donner aux salariés. Ouais. Je vais peut-être, comme on en parle là et qu'on est un peu là-dedans, je te propose d'attaquer les cas d'usage. Et puis, je vois qu'il y a des questions qui défilent. Je les garde au chaud. On prendra... il nous reste un petit peu de temps, donc on gardera un petit temps à la fin pour débriefer sur les questions qui auraient pu rester en suspens. Je te laisse nous partager tes cas concrets qui parleront. On aime bien ça. 3 cas, 2 cas qui sont budgétaires. C'est je suis employeur. Je suis pas capable d'augmenter en fin d'année parce que le budget peut être serré, ça peut être une start-up qui suit des pertes et c'est compliqué. Donc, comment je fais pour quand même donner plus, sachant que je peux pas dépenser plus? Premier cas. Deuxième cas, c'est j'ai décidé en moyenne d'augmenter mes salariés, on le verra, peut-être 5%. Comment, par rapport à cette enveloppe d'augmentation que j'ai prévue, comment je peux aller donner plus en termes de pouvoir d'achat? Et le troisième cas, c'est ce que nous, on a fait chez nous, c'est en fait, vous êtes une start-up, vous êtes une scale-up, vous êtes une boîte en tout cas qui prévoit de recruter pas mal au cours des prochaines années. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme stratégie dès le départ ou en cours de route, mais qui soit très chargé en avantages sociaux pour être super compétitif? Premier cas,
je vais passer vite dessus. Voilà, ça c'est un client pas capable de forcément augmenter, petite boîte. Et ce qu'on a fait, c'est que jeune. Et donc en fait, on a réalloué les budgets. Donc sur la mutuelle, on est à peu près ISO. La prévoyance, la prévoyance, je rappelle que quand on a 25 ans, le fait de savoir que nos ayants droit qui n'existent peut-être pas auront un capital d'essai, on s'en fiche un peu. Là, c'est un cas extrême, hein, cette boîte était vraiment jeune. En fait, on a réalloué le budget de la prévoyance sur cette cagnotte flexible, multi-bénéfices. Ils avaient déjà des titres au restaurant. Et donc voilà, donc vous voyez un effet juste de réallocation, toute simple, prévoyance vers des titres de paiement. Et ce que les avantages sociaux donnaient aux collaborateurs en termes de pouvoir d'achat à l'époque, c'était 1100 euros par an. Et on est passé à 1600 euros. Donc il y a un gain net de 500 euros juste en faisant ce switch-là. Donc c'est juste pour dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de budget que vous pouvez pas agir, que vous pouvez pas donner. Vous n'allez pas faire de la magie, hein, vous n'allez pas donner 5000 euros à tous vos collaborateurs, mais vous pouvez quand même avoir un petit effet pouvoir d'achat en faisant la bonne réalloc des dispositifs. Quand vous avez du budget, tout comme c'est inenvisageable de ne pas donner de salaire, peut-être si on veut tout donner en épargne salariale, parce que je vous aurais convaincu, mais de la même manière, c'est peut-être un peu dommage de tout donner en salaire. J'ai pris un exemple de vous donner 5% d'augmentation en brut. Le salarié en moyenne va récupérer 4% de pouvoir d'achat supplémentaire, puisque c'est taxé à son taux marginal, donc je donne 5% à l'entrée, il n'y a que 4% de pouvoir d'achat en plus. Alors que si vous faites un savant mix, sans forcément être radical, hein, vous donnez 3% en salaire et vous donnez le delta en titre au restaurant, vous donnez 3% en salaire, vous donnez le delta en épargne salariale, vous pouvez agir bien plus fort sur le pouvoir d'achat, plus de 6%, jusqu'à 9% si vous décidez de mettre tout le montant. Hein, l'équivalent de ces 5% d'augmentation de salaire, vous les mettez en épargne salariale. Vous pouvez mettre en place 7,1% d'épargne salariale et qui va octroyer aux salariés qui décident de sortir son argent 6,6% de pouvoir d'achat en plus et à celui qui le place plus de 9% de pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment de pas oser, il faut oser s'interroger sur le bon mix et en tout cas surtout je dis souvent c'est facile de donner que du salaire ou de donner du salaire. Voilà, il faut oser aller taper ces dispositifs pour donner un petit peu plus aux collaborateurs. Et le dernier élément, c'est vraiment un cas concret. Quelqu'un chez moi qui est payé 40 000 euros. Nous, on a chargé la mule en bénéfice. Donc, c'est 20% d'intéressement. C'est 20 euros qu'on donne de cagnotte à tous les collaborateurs par jour travaillé. C'est une mutuelle qui coûte 250 euros parce qu'il y a un usage de la mutuelle. On est une start-up, on a des gens qui n'ont pas tous 25 ans. Et donc, voilà. Donc, on voit l'effet. L'effet, si on doit le résumer, quel que soit l'angle quelque part sous lequel on le prend, que ce soit l'angle de l'économie ou l'angle de l'attractivité, en fait, concrètement, j'arrive à donner un package global de rémunération qui est de l'ordre de 60 à 65 000 euros, derrière 40 000 euros de salaire fixe, et ça ne me coûte que l'équivalent d'un package de 50 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça me coûte, j'arrive à donner 60 000 euros, 65 000 euros, sachant que si j'avais décidé de tout donner en salaire, pour le même budget, j'aurais pu donner que 50 000 euros de salaire brut. Donc, soit vous le voyez sous l'angle économie, soit vous le voyez sous l'angle attractivité, j'ai pu donner 20 à 25% de plus à ce collaborateur à budget constant. Et donc ça, c'est particulièrement pertinent pour des boîtes au démarrage, mais même, je disais, des boîtes, des scale-up, des boîtes, vous êtes 10, vous prévoyez d'être 20 à la fin de l'année, l'investissement que vous allez faire sur les salariés déjà en place, outre le côté très motivant, fidélisant, de leur mettre un petit boost, vous allez largement le récupérer dans la durée sur tous les recrutements que vous allez faire. Donc voilà, donc là c'est vraiment un cas extrême, mais c'est notre cas, donc j'ai osé le partager. Et toujours pareil, c'est d'autant plus pertinent que les revenus sont hauts, que la fiscalité est haute des salariés, etc. C'est intéressant de voir en fonction du contexte et de plein de facteurs différents. D'ailleurs, comment on peut un peu jouer entre salaire et avantages sociaux. C'est pour ça que je trouve ça chouette que tu puisses nous partager des cas concrets parce que ça peut parler à tout le monde. Chacun peut se retrouver dans un cas. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait juste une précision et je vois que ça parle pas mal du sujet de la mobilité. Mais
Et quand tout à l'heure, tu avais évoqué parmi les avantages, tu avais parlé de la mobilité et il y a une personne qui demandait est-ce que tu pouvais clarifier ça? Est-ce que tu parles juste des indemnités kilométriques ou il y a d'autres sujets à englober dans le sujet Non, mobilité que aujourd'hui, tu peux nous partager? ouais, aujourd'hui, vous pouvez avoir, alors ça, c'est encore un truc qui a été fait de manière pas très pratique, mais aujourd'hui, vous pouvez faire bénéficier à vos collaborateurs d'un forfait de mobilité douce qui va jusqu'à 800 euros que vous donnez par collab. Le cas typique de mise en place qu'on voit nous chez nos clients, c'est en gros, j'ai deux populations. J'ai celle qui prend les transports en commun, qui va sur le lieu de travail, et j'ai des collaborateurs qui sont en remote. Et en fait, certains, c'est une obligation, je dois rembourser la moitié du titre de transport, et d'autres, quelque part, n'ont pas de titre de transport. Comment je fais pour égaliser tout ça? La clé, c'est de donner le même montant à tous, et chacun va l'utiliser comme il veut. Donc c'est ça qu'on met derrière la mobilité, c'est le fait de faire du covoiturage. Quand on fait du covoiturage, des services de covoiturage, vous pouvez vous servir de votre forfait de mobilité douce pour faire ce covoiturage. Voilà, donc c'est ça qu'on met là-dedans, mais ça intègre aussi dans ce forfait mobilité l'obligation de transport en commun. Donc on peut tout englober là-dedans et s'en servir pour rembourser, mais aller au-delà, on peut aller jusqu'à 800 euros. Ouais. Voilà. Il n'y a pas les ICA pour le moment qui sont intégrés. Ok, parfait. Écoute, je vois pas d'autres questions. Ouais. Ok, merci pour ta précision. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, je vous invite à nous les partager. En attendant, je pense que tu voulais peut-être nous en dire un peu plus, qu'on comprenne bien comment fonctionne Bénéfice. Est-ce que vous... Ouais, on est en deux mots parce que c'est vraiment une conséquence de tout ça, mais voilà, on a une plateforme qui permet de souscrire et gérer. Oui, vraiment très brièvement. C'est en attendant d'avoir des questions. Voilà. Ça permet de souscrire et gérer tous les avantages sociaux. Pourquoi gérer? Parce que pour garantir un bon usage, parce que là, je vous ai fait l'usage sur vraiment l'utilité des euros, je vais pouvoir m'en servir, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi la facilité d'accès. Quand ma mutuelle, je comprends rien et que je pose une question et qu'on me répond 4 jours après, quand mon titre au restaurant, je descends en bas de chez moi et qu'il passe pas, quelque part, je perds en usage. C'est-à-dire que j'allais avoir un usage, ça correspondait bien à ce que je voulais, mais le produit ne délivre pas l'usage escompté. C'est en ça que la gestion est fondamentale pour garantir le fait qu'il n'y ait pas de perte entre une valeur côté salarié et puis un usage réel qu'il va avoir. Donc, voilà, et ce qu'on fait, c'est que ce soit au début, mais surtout tout au long, on accompagne nos clients avec la plateforme et humainement, plein de gens humains dans la boîte, qui permettent de donner des conseils aux entreprises, faire ce fameux challenge qu'on évoquait de réallocation des avantages sociaux avec un seul angle. On va dire l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on gère tout, on peut avoir cette indépendance de conseil que peut-être d'autres ont moins. Quand vous faites que de la santé, c'est très important de faire en sorte que le conjoint soit sur la mutuelle. Quand vous faites que de la restauration, c'est très important de se nourrir. Plutôt neutre. Voilà. Sur l'épargne salariale, quand vous faites que ça et que votre vie, votre modèle économique et les boîtes doivent vivre dépendent des fonds placés, vous n'allez pas forcément dire que c'est bien de sortir l'argent. En tout cas, nous, la conviction qu'on a, c'est que les employeurs, si leurs salariés, par notre intermédiaire, arrivent à avoir plus de pouvoir d'achat, seront reconnaissants auprès de leur employeur, l'employeur sera fidèle. Et c'est ça qu'on joue et on essaie de rendre au maximum des euros aux collaborateurs, en tout cas d'accompagner les entreprises pour se poser ces questions-là et mettre en place les bons dispositifs. Chaque boîte est différente, chaque boîte est unique, et donc il n'y a pas de formule toute faite. Ça s'adapte en fonction à des acteurs en disant tiens, je suis une boîte tech dans le Nord, donc que font mes camarades? Parce que forcément, je suis en frontal avec eux quand je recrute. Mais voilà, chaque boîte est unique, chaque boîte a des collabs qui ont des attentes différentes. Et c'est juste de se dire en sortie je pense que ça sera gagné. J'aurais gagné si en sortie, vous vous dites est-ce que je connais les attentes de mes salariés? Voilà. Est-ce que je sais, quand je dépense 100 euros, ce qu'on appelle chez nous la value for money, quand je dépense 100 euros, est-ce que j'ai l'assurance que ces 100 euros, ils sont totalement utiles à tous mes collaborateurs ou à minima à la cible de collaborateurs que je vise? Si je pense que non, ou si j'ai pas la réponse, c'est qu'il faut que j'agisse en fin d'année, l'année prochaine, mais qu'en tout cas, c'est que le sujet, il a un peu dérapé et qu'il faut le reprendre en main, et qu'en tout cas, il y a un terrain pour donner plus
assez collable. Il faut vraiment le voir comme une super opportunité dans un contexte tendu, dans un contexte où on ne peut pas donner comme ça des euros de salaire jusqu'au plafond, de se dire qu'on a ce dispositif et qu'à minimal, voilà, le premier niveau de la fusée, c'est la réalloc, une juste optimisation, réallocation des avantages sociaux. Le deuxième étage, c'est je compte augmenter, donc comment je peux le faire intelligemment en mettant des avantages sociaux. Le troisième étage, qui soit est construit dès le début, soit en cours de route, c'est comment j'arrive à avoir une politique chargée à fond en avantages sociaux qui me permet d'être 25% plus attractif sur le marché ou effet miroir de faire 20% d'économie. Ok, c'est très clair. Du coup, vous faites des audits à chaque fois quand vous commencez. La première étape, c'est de se poser, de faire un audit. C'est gratuit en plus. Ok, ouais, c'est en fait, quand on rentre en relation, nous, on n'est pas exclusif. Hein, pour venir chez nous, il suffit de prendre un seul avantage social. On vous accueille. Ça se passe bien. Et l'audit, il est gratos dans le cadre de l'entrée en relation. Okay. On vérifie ce que vous avez et comment est-ce qu'on peut vous faire gagner de l'argent. Super. Si des personnes, suite au webinaire, elles ont des questions, parce que je vois qu'il y a des personnes qui demandaient, qui étaient très curieuses de la cagnotte d'entreprise que tu as évoquée. Si des personnes veulent entrer en contact avec vous, il suffit d'aller sur votre site, de vous contacter. Ouais, je vois que... Et je transmettrai, mais soit sur notre site, soit me contacter directement. Je suis dispo pour en discuter. C'est des sujets passionnants, c'est notre quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que ça dérape un peu, parce qu'on pourra en parler des heures. Surtout que tu es très passionné par le sujet, je pense. Bon, en tout cas, on arrive au bout de ce webinaire. C'était vraiment super chouette, très riche. Vraiment, mille merci à toi, Benjamin. Et je vois au vu des réactions dans le chat que l'enthousiasme est partagé. Je vois beaucoup de remerciements, présentation très claire, très instructive. Donc, un gros merci à toi et à ton équipe. Un gros merci à l'équipe Culture RH aussi qui a organisé ce webinaire. Nous, on se retrouve très bientôt. On a un prochain webinaire prévu mi-novembre, le 14, précisément à midi, pour parler Oula, je vais y arriver à le dire. Dématérialisation, c'est dur à dire ça. Des entretiens de performance. Je vois que l'équipe Culture RH a déjà partagé le lien dans le chat. Donc, moi, je vous dis à très bientôt ou rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn précisément, pour ceux qui veulent poursuivre les échanges, qui veulent suivre nos actus. Et puis, il me reste à te souhaiter une très belle journée, Benjamin, te dire à très bientôt et une bonne journée à tous. Et merci encore pour votre investissement et engagement pendant ce webinaire. Merci à tous. Merci Anaïs. Merci à tous. Bonne journée. Merci, à bientôt.